Salut. Et tout de suite, on va aller retrouver Héloïse. Est-elle tatouée? On ne le sait pas. On va lui demander peut-être un petit château de Main-sur-Loire, sur l'épaule gauche. On va voir. En tout cas, elle continue à nous faire déambuler dans ce merveilleux château de visages aux nombreuses époques et avec un invité de marque, je crois. Exactement, un propriétaire dont je n'ai pas vérifié les tatouages, ma chère Frédéric. En tout cas, pour ce qui me concerne, je n'en ai pas. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On va surtout présenter ce château. Ce château, vous dites que c'est un ovni. Pourquoi ? Oui, c'est une sorte d'ovni architectural. Souvent, les châteaux, ils sont forts en gueule, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils se montrent. Ouais. Nous, non, ils se montrent pas du tout. Il est caché derrière la collégiale, il est pourtant en centre-ville, ouais. Et là, les évêques, en beau milieu. Voilà, ouais. Il y a les banques, il y a le commerce, il y a tout ce qu'on veut. Ouais. Et là, on est caché en centre-ville, et c'est donc un espace tout à fait particulier, réservé aux seigneurs de Main, parce que les évêques d'Orléans sont tout de même seigneurs de Main. D'accord. C'est ça le point de départ. Qui le construit, ce château? Qui le démarre? Qui démarre l'histoire ici? Alors ça démarre déjà sur une mythologie chrétienne, puisqu'on va au 7e siècle commencer la conquête de la France au niveau du christianisme. Et ça va être un Liphare, un certain Liphare, qui va venir ici, sur les ruines de Main-sur-Loire, qui a été ravagé par les Vandales, et il va drainer les eaux des Mauves, ce marais, ce qui fera l'énergie et la richesse de Main-sur-Loire, parce qu'il y aura plus d'une trentaine, 40 moulins ici, cette machine hydraulique qui est extraordinaire. Et lui va faire des miracles, ce qui est quand même merveilleux. Il va chasser un dragon, ce qui est quand même pas rien. Il va permettre à la fontaine du château de donner la vue. C'est autant de paraboles qui permettent de chasser le païen et donner la vérité du Christ. Et donc c'est un saint. Il y a un pèlerinage qui se met en place sur son tombeau et les évêques vont décider de s'installer ici, vont construire la collégiale, c'est-à-dire qu'une église gérée par un collège de chanoines et ils mettront leur résidence ici. Alors la collégiale c'est 11e, premier château 12e et ce château derrière nous ici, c'est 1209, c'est un château qui a plus de 800 ans. C'est ça, 810. On a Exactement. Et j'imagine que donc dans ce domaine, il y a eu ce château, il y a eu cette église qui est à l'entrée, il y a eu justement l'hébergement des chanoines, il y a eu plein de choses. Ça devait être un ensemble en fait. C'est tout un ensemble religieux qui s'installe ici et qui va faire vivre la religion chrétienne, l'installer, faire des synodes ici et accueillir donc les différentes personnalités du royaume. On va avoir Philippe le Bel. Vous savez, Philippe le Bel a acheté la seigneurie de Beauchamp-Cy en 1292. Juste à côté, et donc il vient régulièrement ici. On aura Charles VII, Louis XI très régulièrement qui refait construire la basilique de Cléry, juste à côté. Voilà, donc c'est un lieu de rencontre. On est sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle également. Donc c'est un château qui va vivre avec ses grands seigneurs au fil du temps et chacun mettra sa patte, modifiera un élément, en rajoutera à sa convenance. Alors justement, qu'est-ce qui explique cette drôle de couleur, cette couleur rouge-rose ça c'est hyper extravagant pour un château. C'est tout à fait surprenant. En fait, on est sur ce qu'on appelle un château à deux visages. Côté ville, c'est la partie médiévale qu'on a vue tout à l'heure quand vous saluiez au début de l'émission. Et puis de ce côté-ci, c'est modifié en 1706. C'est Louis XIV qui donne 20 000 livres à l'évêque de l'époque pour refaire son château et pour lui donner un côté un petit peu plus contemporain, plus moderne. Qu'est-ce qui lui prend Il se dit on va le colorer. Exactement, on va le peindre. On va le peindre. On veut faire une vraie rupture avec l'art gothique. On n'en veut plus. On va mélanger de la brique pilier avec de la chaux. On va badigeonner le château et là on aura quelque chose de complètement hyper contemporain. On va refaire une petite cour à l'intérieur, on va combler le fossé comme à Versailles, la cour de marbre de Versailles, c'est exactement la même architecture classique française que l'on a à ce moment-là. D'accord. Et alors aujourd'hui, il y en a encore des traces finalement de l'histoire. On voit ces demi-voûtes là qui Exactement. Qui restent, alors c'est des anciennes baies médiévales on voit qui ont été comblées. On en voit sur la droite face à nous la pierre centrale. C'était le haut d'une cheminée qui tombait dans une vaste salle pour les synodes ici. Donc on est bien sur le château de 1209, modifié en 1706 pour être dans le vent, pour être dans la tendance, puisque un évêque est aussi un seigneur. Il est un homme de la noblesse. Il doit tenir son rang. Bien sûr. Et à partir de quel moment il n'y a plus de seigneurs ici 1791, on nationalise les biens ecclésiastiques, la Révolution française, c'est un pouvoir économique énorme, ils ont des terres absolument partout, et donc on va racheter, on va les privatiser, les racheter. C'est le fondateur de la Banque de France, justement, le baron Lecouteux du Molay, qui va racheter ce château pour s'installer à l'intérieur. Ok, et ben on continue de raconter cette histoire justement à l'intérieur. Xavier nous a fait notre petite transition. On vous retrouve dans un petit instant. Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que la couleur vous sied, ma chère? Écoutez, la couleur sied parfaitement à mon sweatshirt. Voilà, je suis en rose également. Et on se faisait la réflexion de cette façade extraordinaire et rayonnante. Merci beaucoup.
À tout à l'heure, ma chère Exactement. Héloïse. On va rejoindre Héloïse à l'intérieur du château de Main-sur-Loire avec son propriétaire pour continuer cette visite incroyable. C'est à vous. Ah bah oui, regardez où on se trouve, c'est pas incroyable cet endroit, une chapelle en plein milieu de cet immense château. Alors tout à l'heure je disais 20 pièces visitables, 130 pièces en tout. Oui, un peu plus de 130 pièces à découvrir, c'est grand. Immense. Et cette chapelle, c'est complètement dingue en fait. Alors c'est une chapelle tout à fait particulière, c'est une chapelle néoclassique, il doit y en avoir une dizaine d'exemplaires en France qu'on va trouver à Versailles ou à Paris. Et cette chapelle, on la doit à Trouard, qui est un architecte qui a fait le Crillon à Paris. Donc l'évêque de l'époque, c'est Jaran de la Bruyère, qui est ministre de Louis XV, se fait faire ici quelque chose de tout à fait exceptionnel avec cette chapelle néoclassique, avec les colonnes qui reprennent les découvertes qu'on a fait à Pompéi à la même période. Hein. Et puis ces puits de lumière qu'on a au-dessus de nous. On est dans l'antéchapelle, on a une progression vers la chapelle, vers le sacré, avec de jolies sculptures de Trouard, et puis la toile peinte au fond derrière Marie à qui est attribuée cette chapelle. La peinture, on dit que c'est Ingres qui l'a faite. Mais oui, ben oui, j'ai cru comprendre qu'il venait peindre ici, pardon. Peut-être se peigner aussi. Il avait sa maison à Main-sur-Loire pendant à peu près 16 ans. Alors ce qui est pratique pour nous, parce que dès qu'on voit une peinture à main, on dit que c'est Ingres qui l'a faite. Alors peut-être est-ce lui ou ses élèves, mais vous voyez, c'est des feuilles d'or. Alors quand on éclaire tout ça à la bougie, ça réverbère, c'est absolument somptueux, quoi. Et lui, juste au-dessus de nous, il a une chapelle, il a une galerie, et il assiste à la messe au-dessus, comme un grand seigneur du 18e. Oui. Et le garçon, il a le bon goût de mourir en 1788. Il ne va pas connaître la Révolution. Donc toute la qualité de la monarchie française sans les désavantages. Oui. Sans la période critique. Très bien. Alors ça, c'est une très belle entrée en matière finalement quand on arrive ici. Mais il y a encore de très jolies choses. Ce château, vous l'avez, en tout cas le parcours de visite, vous l'avez vraiment imaginé pour que ce soit un moment culturel, mais un moment pas où on doit lire des panneaux partout. Non, il y en a des panneaux parce que c'est un moyen de communiquer, mais il faut trouver différents supports un peu ludiques. Alors, on a le rapport intellectuel avec l'histoire, et puis moi j'aime bien le lien un peu plus charnel. Alors, on va trouver un parcours en odorama, mettre en adéquation les scènes que l'on voit avec une odeur. On voit un service à chocolat, on va trouver l'odeur du chocolat chaud, c'est quand même sympa. Vous avez eu de la chance de me sortir de cette salle parce que j'avais très envie d'y rester. Et puis on va expérimenter, on le verra dans la salle des gardes tout à l'heure. On peut toucher une côte de maille, c'est quand même pas mal. Et puis on a des boîtes à quoi. Parce qu'en fait, on est dans un château de fonction ici. Alors on a des meubles, il y a plein de choses, on voit des cabinets de Louis XVI, mais en fait aussi, les boîtes à quoi permettent de mettre en scène des objets de la vie quotidienne, d'un château de fonction. Un évêque, normalement, n'a pas d'enfant, donc quand il meurt, l'ensemble de ses biens revient au roi. Et donc c'est l'occasion de voir ce château de fonction, les objets qu'il compose pour voir comment on vit dans cette vie, dans ce château. D'accord. Ici, c'est une pièce. En fait, ici, on se projette, on essaye de voir comment on a vécu, c'est ça, comment on a pu vivre à cette époque. C'est quoi, 18e ici? On est 18e. En fait, il n'y a pas que des préoccupations spirituelles chez les évêques d'Orléans. On a aussi une salle de comédie qu'on va retrouver dans tous les grands châteaux. Des endroits où on va pouvoir faire de la musique. À côté, on a les costumes parce qu'on adore le théâtre. Pensez à Marie-Antoinette qui joue dans l'escalier des grands ambassadeurs, qui joue dans plein d'endroits au château de Versailles. Et on va même avoir une petite salle de jeu, on va pouvoir jouer bien sûr. Et puis ce que l'on joue aussi, ça permet de montrer son rang. Vous pensez peut-être au film Ridicule que vous voyez, c'est des joutes verbales, on montre son talent oratoire, sa culture. Hein. Quand on était à Versailles, il y avait un labyrinthe. Si vous connaissiez les fables d'Ésope dans l'ordre, vous pouviez sortir du labyrinthe. C'est-à-dire que la culture est aussi un rayonnement social. D'accord. Alors là, on a fait un bon 18e. Je vous propose qu'on reparte en arrière et on va retourner au Moyen-Âge parce que c'est quand même une partie importante de l'histoire de ce château. Et ici, ce qu'on aime faire aussi, vous l'avez dit, c'est jouer un peu avec l'histoire et surtout la toucher le plus possible. Expérimenter. Alors là, clairement, j'imagine. Je peux me permettre, on passe au-dessus de la corde. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'équipe? Alors évidemment, c'est un râtelier d'armes. On va pouvoir essayer. Alors ça, c'est un nasal. Ça vous ira très bien, j'en suis sûr. Regardez-moi ça. Là, on est au XIe siècle. Hein. C'est le personnage qu'on a derrière vous. Donc c'est une protection un peu basique encore. Après, on va voir le aume de chevalier qui fera son apparition, puis le bassinet, plus en rond, qui va permettre d'évacuer les coups d'épée. Et puis ça, c'est le casque de Dunois en or. Les grands seigneurs se présentent en or, bien sûr. Vous voulez que je le retire peut-être? Non, j'étais bien. Il est superbe. Non, voilà. Bien. Avec les gantelets, donc on essaye les gantelets. On essaye aussi les côtes de maille. On va pouvoir les expérimenter. L'été, on va faire de l'archerie médiévale. C'est la grande arme, plutôt anglaise, honnêtement. Les Français sont pas très bons dans ce domaine-là.
Mais bon, on essaye quand même. Et puis là, sur ce tonneau-là, vous avez la cotte de maille. Ça vous permet de la sous-peser. On dit souvent qu'une fois qu'un chevalier tombe en armure, on peut plus se relever. Pas du tout. Hein. C'est comme un équipement de pompier. C'est 18, 25 kilos à peu près. Vous pouvez faire des roulades, oui, ce qui est déjà un bon poids, mais réparti sur les épaules, les hanches. Donc c'est très facile quand même d'être chevalier, non? J'aurais pas dit ça. Non. Mais bon. Merci beaucoup, Xavier. Voilà. Effectivement, on a vu qu'ici, on pouvait toucher plein de choses. On a vu qu'on pouvait vivre cette vie de château, en quelque sorte. On va justement continuer la visite avec Marie. Et là, on va vivre un petit côté sympa de la vie de château. Les robes et les costumes. Alors ça me plaît. Nasal. Très très joli, comment on dit Un home nasal. Un home. Tout de suite, on va retrouver Héloïse qui se trouve au château de Main-sur-Loire. C'est à vous, ma chère Héloïse. Mais moi, je suis inscrite pour la salade de fruits. C'est déjà fait, ma chère. Bravo. Je plaisante. Je vais essayer de convaincre justement Marie pour qu'elle puisse venir aussi avec nous. Bonjour, Marie. Bonjour. Rien à voir. On est dans une bibliothèque, on parle pas de fruits. On est dans un espace qui est absolument superbe quand même ici, dites donc. Ah, le château, c'est pas mal. Ouais. La bibliothèque, c'est un beau lieu. C'est un très très beau lieu. C'est quelle époque cette pièce-là? Directoire. Là, on est directoire, donc juste après la Révolution française. C'est la bibliothèque du baron Lecouteux qui a racheté le château à la Révolution, quand le château est devenu privé. D'accord. Et où donc on venait dans la bibliothèque, j'imagine, passer un petit moment, boire un petit café et recevoir s'instruire. et s'instruire, exactement. Super. Alors moi, je vous propose de passer à côté parce que l'idée de cette déambulation, c'était surtout qu'on puisse aborder une des animations à venir. Il y en a des tonnes, il y en a tout le temps ici au château. Mais alors là, cette semaine, c'est spécial. Mais oui, vous savez qu'à Paris, c'est la Fashion Week en ce moment. Mais oui. Donc pourquoi pas une Fashion Week à Main, mais historique. Ah bah oui. Eh bien oui. Quand même. Donc on a un concours, un défilé concours. On a des passionnés du costume qui viennent défiler pour essayer de gagner un prix. On a des exposants qui viennent, corsetiers, costumiers, cordonniers pour des chaussures historiques. Si vous cherchez des chaussures du XVIIIe siècle, des reproductions de chaussures XVIIIe. Mais qui cherche ce genre de choses? Des passionnés, ceux que vous allez voir sur le tapis rouge. Et pour les 5, c'est la 5e édition de la Fashion Week Histo. Et vous savez que c'est aussi les 500 ans de la Renaissance. Bien sûr. Donc pour la première fois cette année, on a un défilé contemporain, cette fois de mode contemporaine, sur le thème Renaissance de la mode, avec des créateurs de la région centre qui ont travaillé sur le sujet. On leur a laissé carte blanche, que ce soit des vêtements ou des accessoires. Ils vont nous présenter ça. Ce défilé-là, il est le matin à 11h30. Et l'après-midi, on aura à 15h30 le concours de costumes historiques. D'accord. Alors là, clairement, les modèles qu'on voit sous nos yeux, ça, ce sont des modèles historiques. On est d'accord. Ce sont des reproductions. Voilà, vous avez une silhouette 18e sur la droite avec un corps baleiné, la chemise, qui est le sous-vêtement. C'est la première couche de vêtements qu'on va porter. La chemise, ça sert aussi bien à protéger le corps des vêtements du dessus que les vêtements du dessus de la saleté du corps. Donc c'est vraiment un élément essentiel dans les vêtements. Le corps baleiné qui permet d'avoir la bonne tenue par rapport à sa classe sociale, puisqu'on ne se tient pas tout à fait de la même manière. On a un cul qui est placé dessus, ça, j'adore. qui va permettre de donner de l'ampleur aux jupes et aux robes. Les poches auxquelles on accède par des fentes dans les vêtements du dessus. Donc ça, c'est vraiment des sous-vêtements, des reproductions de sous-vêtements historiques. Et puis de l'autre côté, là, on est au XVIe siècle, Renaissance justement, avec une basquine qui est beaucoup plus droite en fait que le corset XVIIIe, une chemise brodée. Celle-là, c'est une reproduction d'une chemise des années 1580 à peu près, avec cet empiècement, parce que c'est une période où la chemise se montre. Et du coup, on va broder les côtés qui se voient. Et ça, Et le vertugadin, c'est la structure qui permettait d'obtenir l'ampleur correcte pour la robe, qui va permettre de structurer la silhouette en fait. D'accord. Effectivement, il y en a eu des choses au fil du temps. Ce que je vous propose d'aller voir aussi, c'est dans la pièce d'à côté, puisque là-bas, on passe dans une autre époque encore, et du coup, on passe à un autre type de costume. On va voir quoi ce week-end? On va voir des choses comme ça plutôt? Ce week-end, sur le tapis rouge, pour le concours de costumes, vous allez voir toutes les périodes. On a du Moyen-Âge, on a du Renaissance, beaucoup cette année. Évidemment. Les passionnés de costumes se sont lancés aussi sur la Renaissance. Celle-ci, c'est une reproduction d'une robe à l'anglaise 18e. On est autour des années 1780. Donc c'est la robe d'une dame de la bonne société quand même. Et puis avec les accessoires, parce que évidemment le costume c'est une chose, mais les accessoires c'en est une autre. On a des personnes ce week-end qui seront là, une chapelière.
Si vous cherchez un chapeau de ce type-là, voilà, vous pourrez le trouver. Les mitaines, très important pour protéger les mains et puis tenir chaud aussi. On va avoir plein de choses. Les bijoux, surtout les bijoux. Il faut venir nous voir ce week-end. Faut venir, c'est tout ce week-end. Il y en a pour tous les goûts. Vous venez nu, vous repartez habillé, il n'y a aucun souci. Et ben voilà, on va finir là-dessus. J'ai pas mieux comme conclusion. Venez nu. Allez-y, Héloïse, on regarde, il n'y a pas de problème, on attend. Allez, merci beaucoup, merci Émilie, merci Maclure, c'est la fin de cette émission. Très bonne journée sur France 3 Centre Val de Loire, on vous embrasse. À bientôt.